La création monétaire. Que dis-je? L'arnaque de la création monétaire. Vous trouverez sur le net beaucoup d'informations à ce sujet. Elles seront plus précises que ce que je raconte ici. L'argent a 3 formes. Les pièces, les billets et l'argent écrit sur des comptes, stocké dans des ordinateurs. L'argent scriptural. Jusqu'en 1973, seul l'État, c'est-à-dire nous, pouvait créer cet argent. C'est un droit régalien. Si vous faites des billets ou des pièces, vous irez en prison. Vous êtes un faux monnayeur. Depuis 1973, les banques privées, en toute impunité, ont le droit de faire cela. Regardons comment cela fonctionne. Nous supposons que vous empruntez 100 000 € à votre banque. On suppose un taux de 4% par an et un remboursement unique au bout d'1 an. Tout cela pour bien comprendre le principe. On suppose que les réserves fractionnaires sont de 1/20, c'est-à-dire 5%. Pour 100 000 €, la banque n'a besoin de posséder que 5 000 €, c'est-à-dire 1/20 ou 5% de la somme. Elle inscrit sur votre compte 100 000 €, voilà la création monétaire. Un individu tape un 1, suivi de 5 zéros entrés sur un ordinateur. Et magie, vous disposez de 100 000 €. Au bout d'1 an, vous remboursez le capital, les 100 000 €, et les intérêts, 4 000 €. Les 100 000 € sont détruits, effacés, et avec seulement 5 000 €, la banque en encaisse 4 000. Elle a réalisé un bénéfice de 4 000 pour 5 000, c'est-à-dire 80%. Magique, 20 fois plus que les 4% initiales. 95% d'intérêts que vous avez payés l'ont été sur rien. Les 4 000 que vous avez payés proviennent eux de votre travail. S'il s'agit de découvertes bancaires, il n'y aura même pas de réserve fractionnaire. Les ordinateurs des banques géreront cela en quelques milliardièmes de seconde et vous paierez 10 à 20% l'an pour cela. Regardons ce que nous raconte Wikipédia à ce sujet. Dans le système monétaire actuel, la monnaie est essentiellement scripturale. Elle est créée par les banques, par un jeu d'écriture, sur simple demande et dans certaines limites, en échange d'une promesse de remboursement. Dans ce dernier cas est créée de la monnaie d'endettement. Il y a création monétaire lors de l'octroi d'un crédit et destruction monétaire lors du remboursement de ce crédit. Pas un mot sur l'arnaque. Elle indique quand même un peu plus loin qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec cela. Murray-Rothbard assimile la création de monnaie ainsi faite à de la magie. Maurice Allais est le seul économiste français à avoir obtenu le prix Nobel d'économie. Il pense que la création monétaire est réservée à l'État et les gains correspondants, c'est-à-dire les 3 800 € de l'exemple précédent, viennent en diminution des charges fiscales générales et pas dans la poche des banquiers. Avec de telles idées, vous comprenez pourquoi personne ne connaît Maurice Allais, pourtant prix Nobel. James Robertson pense que le système actuel n'est pas aligné sur des principes de justice économique, à tel point que la confiance dans les démocraties même en est sérieusement ébranlée. Toute cette vidéo tourne autour de cela. Mais qui profite de cette arnaque? De riches banquiers, bien sûr. Mais par qui a-t-elle été créée? En 1973, dans notre dos, par Pompidou, président de la République, et Giscard d'Estaing, ministre des Finances. On a donc bien des politiques au service des puissants. Voyons ceci. Comme quoi, quand on est doué pour servir les banquiers dans une banque, on peut aussi l'être en tant que président de la République, les plus riches aidant à l'élection de leurs serviteurs. Et si en 4 décennies aucun média dominant n'a parlé de tout cela, c'est qu'ils sont aussi au service de leurs maîtres. Et les profs, que pensent-ils de tout cela? Moi j'étais prof de droit, d'économie. J'ai enseigné le droit à l'économie pendant 10 ans. Donc j'ai enseigné la création monétaire, comme tous les profs d'économie. Et je l'ai enseigné
comme aujourd'hui c'est enseigné, c'est-à-dire que c'est pas de façon critique du tout. On décrit, on dit voilà, c'est comme ça, les banques privées créent la monnaie, ensuite elles vont se refinancer en fonction de leur part de marché, elles vont se refinancer auprès de la Banque centrale. Et puis je passe à un autre sujet, parce que quand on est à un cours d'économie, il y a plein de choses à voir, hein. Il y a pas que la monnaie, il y a le chômage, l'inflation, il y a plein d'autres choses. Ça m'a même pas effleuré, jusqu'à il y a 3-4 ans, ça m'a même pas effleuré de contester le système fondamentalement, structurellement, viscéralement, ça m'a pas effleuré d'être révolté. Et Frédéric Lordon, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui on discute beaucoup, et qui me disait, quand je lui ai commencé à lui parler de création monétaire, en disant mais c'est incroyable ce truc, quoi, les banques privées qui créent la monnaie, Frédéric me disait mais enfin, tu tombes des nues, enfin, d'où tu sors, tout le monde sait ça, on apprend ça en première année de fac. Alors, c'est vrai qu'on apprend ça en première année de fac, mais on n'apprend pas à se révolter. On apprend en première année de fac que c'est comme ça et c'est bien comme ça. Mais c'est pas pareil que si on l'apprenait en disant « Et qu'est-ce que vous en pensez ?» Parce que quand vous voyez comment ça marche la création monétaire, mais il y a de quoi descendre dans la rue et foutre le bordel, un bordel noir. Enfin, c'est incroyable. Et oui, même spécialistes du domaine, ils ont eu un peu de mal. Jusqu'à présent, vous avez vu pas mal de mensonges, de propagande et de manipulation. En voici 2 exemples sur la création monétaire. Les banques empruntent sur les marchés. Cette phrase, vous l'avez sûrement entendue. C'est un mensonge, tout simplement. Mais voyons ceci. La caisse d'épargne, la banque qui prête à ses clients locaux l'argent que leur confient ses clients locaux. Là, c'est une technique que nous n'avons pas encore vue. C'est indirect. Pendant que vous pensez à caisse d'épargne, ou à local, ou au lien entre les deux, passe à votre insu le fait que les banques ne créent pas d'argent. Cela va directement dans votre inconscient. Notez bien que c'est une publicité à la radio et que l'on est bien moins attentif en écoutant la radio qu'en regardant la télé. Les techniques de manipulation dépendent bien sûr du média. Je vous invite à repérer cette technique indirecte à la radio, car c'est plus facile qu'à la télévision. La dette de l'État. Jusqu'en 1973, lorsque l'État avait besoin d'argent, il le demandait à la Banque de France, qui le créait par simple jeu d'écriture. Il remboursait cet argent plus tard, et celui-ci était détruit toujours par simple jeu d'écriture. Cela se faisait sans intérêt. Lorsqu'il était nécessaire d'augmenter la masse monétaire, la Banque de France le créait et l'État l'utilisait pour la collectivité. Depuis 1973, il y a interdiction à l'État d'emprunter à la Banque de France. Sans trop entrer dans les détails, l'État emprunte depuis à des banques privées, c'est-à-dire avec intérêt, de l'argent créé pour partie par simple jeu d'écriture. C'est la même arnaque qu'avec nous. Comprenez bien que pour que cette arnaque fonctionne, il ne suffit pas d'interdire à l'État d'emprunter à la Banque de France, il faut aussi faire emprunter l'État, c'est-à-dire voter des budgets en déficit, ce qui sera le cas depuis 1975. Depuis quelques années, nos très gourmands maîtres banquiers ont voulu augmenter les taux d'intérêt. Ils ont pour cela inventé la notation des États par des entreprises privées. C'est les 3A. Avec l'aide des médias, cette nouvelle arnaque fonctionnera très bien. Bientôt, une majorité de Français seront convaincus. Pour ce qui est de la propagande, je vous parle cette fois-ci d'un sujet de bac. Il est en 2 parties, et la deuxième partie parle du rôle de l'État, du déficit budgétaire, de l'évolution des recettes et des dépenses, de l'explosion du déficit et de la politique de rigueur. 3 annexes sont fournies. Nous voyons dans l'annexe 1, au dernier paragraphe, la dette publique française n'est cependant pas née avec la crise. Les administrations publiques sont structurellement déficitaires depuis les années 1970 en raison de la faiblesse de la croissance. Nous apprenons que dans les années 70, il n'y a pas eu de crise. Il y a pourtant eu 2 crises pétrolières, en 73 et en 79, ainsi que le début du chômage de masse. Mais que maintenant nous sommes en crise.
Il faut savoir que le continuel discours des médias, nous indiquant que nous sommes en crise, date précisément de la fin des années 70. Rappelez-vous de Coluche, c'est la crise. Nous apprenons que la dette de l'État est liée à la faiblesse de la croissance. Vous savez que ceci est faux. De plus, les baisses d'impôts pratiquées depuis 2000 ont largement dépassé en valeur les économies obtenues grâce aux coupes budgétaires, qui n'ont réduit qu'à la marge les dépenses publiques. Mais qui profite de la baisse des impôts? Qui profite d'un budget voté en déséquilibre? On lit un peu plus haut. Parallèlement, le niveau de la charge de la dette est largement conditionné à la note du triple A préservée par la France. Mais qui a décidé de cette notation? Quel élu a-t-il proposé cela au peuple, puisque cela nous touche directement et lourdement sur nos impôts? 75 000 élèves vont passer 3 heures sur ce sujet, à le lire et le relire. Ils vont donc tout naturellement penser à l'importance de ce triple A, puisqu'on en fait un sujet de bac. Triple A préservé par la France, qui lui permet jusqu'à présent de financer son endettement à bon compte. Mais le faible niveau des taux d'intérêt ne durera pas éternellement. On peut craindre une remontée du coût de la dette dans les années à venir. Les affirmations à bon compte et la crainte d'une augmentation sont données sans argument, sans explication, sans même un début de piste pour expliquer cela, alors qu'il s'agit de sciences économiques. Il y a une paire d'années, j'ai discuté avec un jeune homme qui, n'étant pas d'accord avec moi, m'a répondu « Ça je le sais, c'est mon sujet de bac ».